Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de vacances un peu particulière. J'espère tout autant que vous avez quand même pu profiter avec votre famille, des amis, malgré les fameux 10 km, les restrictions, les gestes barrières. Alors pour le cours d'aujourd'hui, en cette reprise, il va s'agir d'un hors-série. En effet, le cours précédent était quand même très dense, avec énormément de notions, énormément de prises de notes. Je m'en étais excusé par avance, mais il fallait établir tout cela pour qu'on puisse avancer. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus léger, on va se donner du temps, et notamment pour découvrir une personnalité du Moyen-Âge extrêmement importante. C'est le fils d'un petit chevalier de campagne qui va devenir l'ami des rois et des papes, parfois leur adversaire, et il est l'un des éléments déclencheurs d'un conflit que l'on va nommer la Deuxième Croisade. Aujourd'hui, on parle donc de Bernard de Clairvaux. Pour débuter, parce que peut-être que vous commencez à vous y habituer, générique. Nous sommes en 1153, en plein été, et de nombreux moines à travers toute la France, du moins une bonne partie de la France, prient pour le salut de l'âme d'un des moines qui fait partie de leur rang et qui vient de mourir. Il s'agit de Bernard de Clairvaux et il vient de s'éteindre à l'âge de 63 ans. Si ces célébrations sont logiques, dire au revoir à quelqu'un, notamment dans le monde de l'Église, c'est très étonnant que toute une partie de la France puisse lui rendre hommage de cette manière. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse penser à lui en ce jour-là de l'été 1153? Il faut dire que Bernard de Clairvaux, c'est pas seulement un moine, c'est bien plus que ça. Pour comprendre en fait le poids de l'Église, et je sais que c'est quelque chose en cinquième qui est assez compliqué, et je le prends en compte, pour comprendre le poids de l'Église au Moyen-Âge, je vous propose de vous pencher sur le parcours de Bernard de Clairvaux. En fait, on va utiliser ce personnage pour avoir plein de petites notions qu'on utilisera par la suite. Comment un homme d'église a pu avoir une telle influence sur les hommes de son temps, y compris sur les souverains et les seigneurs? On parle d'un homme d'église qui est capable de parler avec des rois et des papes. Alors notre histoire, elle débute dans la campagne un peu verte, bucolique et sympathique de la Bourgogne. C'est une région française aujourd'hui qui à l'époque est une puissante seigneurie dirigée par des ducs. C'est au service de ces ducs que combat un chevalier qui s'appelle Tescelin. Or lui, on ne sait pas grand-chose, on sait juste que c'est un noble de petite famille. Mais par contre, il va épouser une femme, Alette, qui elle est issue d'une famille noble locale un peu plus puissante, les seigneurs de Montbard. Leur château, il est encore visible aujourd'hui. Alors les Montbard, c'est pas des inconnus, même à l'époque. Pourquoi? Parce que l'un des leurs, André de Montbard, n'est autre que le fondateur, ou du moins l'un des cofondateurs d'un ordre de chevaliers que vous avez sûrement déjà entendu parler, les Templiers. De l'union de Tescelin et d'Alette vont naître 7 enfants, et parmi eux, un certain Bernard. Alors, ces jeunes parents, ils veulent la meilleure éducation, ce sont des nobles. Mais du coup, pour avoir accès à l'école, il n'y a pas 36 choix, il va falloir aller vers un monastère. En effet, au Moyen-Âge, l'enseignement est mené par les religieux et il est réservé à une toute petite partie de la population, entre guillemets l'élite, la noblesse et le clergé. Il va apprendre l'écriture, la lecture, le calcul, le latin. Mais pour Bernard, il y a une révélation, c'est l'enseignement de la religion. Ça le fascine, ça le passionne. Il tombe amoureux de ce cours. En plus, Bernard, dans ce contexte, à l'école, il va rencontrer des moines et d'anciens chevaliers qui sont revenus d'une expédition militaire très lointaine, la première croisade contre les musulmans à Jérusalem. Il écoute les exploits, il écoute les combats, les batailles, et l'aspect religieux de tout ça. Pourquoi être parti se battre? Il en est admiratif. En gros, Bernard, là, il est fan. Il est totalement fan. Avec tout ça, il grandit tout de même. Il devient un jeune homme qui mène la vie d'un petit seigneur, mais la religion, ça le tente quand même de plus en plus.
Il découvre d'ailleurs que pas très loin de chez lui s'est créée une nouvelle abbaye. Une abbaye qui s'installe à Cîteaux. Alors cette abbaye, elle est particulière. Autrefois, ce lieu de vie était lié en fait à une autre abbaye qui s'appelle l'abbaye de Cluny, l'ordre de Cluny. Je sais, c'est un peu compliqué. Mais en gros, il y a eu des petits clashs entre les moines, et à Cîteaux, les moines, ils ont dit, nous, la règle de Cluny, on n'aime pas trop, on voudrait une règle plus dure. Ils veulent prier dans des églises où il n'y a pas beaucoup de décoration. Ils veulent manger juste ce dont ils ont besoin. Et ils veulent faire quasiment tous les travaux manuels. En gros, c'est une vie à la dure que veulent ces moines. Ils suivent un autre moine qui avait déjà eu cette idée, qui s'appelle Saint Benoît. Suivre la règle de Saint Benoît, c'est suivre la règle bénédictine. On parlera du moine bénédictin. Et Bernard, ça le séduit, cette règle. Il décide donc d'entrer chez les moines. En plus, plusieurs de ses frères vont suivre par la suite. Alors là, Bernard, il est heureux. Ça lui plaît. Il est dans son élément. Il est tellement dans son élément qu'en récompense, l'abbé de Cîteaux, le chef de l'abbaye de Cîteaux, l'envoie dans un joli coin de campagne, une vallée, alors un peu abandonnée, il n'y a rien. Hein. Et cette vallée où il y a un joli éclat de soleil qui donne la Claire-Vallée va devenir Clairvaux. Bernard a une mission, créer à Clairvaux une abbaye. Bernard en deviendra le premier abbé. Alors, Bernard en plus, d'après ce qu'on sait, il a l'air d'avoir un charisme, il séduit les gens. Il aime lire, il sait parler, il attire les foules et les nobles qui viennent écouter les sermons et les prières de Bernard quand il s'explique devant tout le monde. L'abbaye de Clairvaux devient célèbre, mais en très peu de temps, aussi célèbre que l'abbaye de Cîteaux. Elle attire tellement de monde, tellement de gens qui viennent de partout, qu'il faut créer de nouveaux villages autour de l'abbaye. Ah oui, si vous avez des visiteurs qui viennent prier, il faut les nourrir, il faut les loger, donc vous faites des commerces, de l'agriculture, etc. Donc, autour de la personnalité de Bernard de Clairvaux, il y a une sorte d'émulation. C'est une célébrité, c'est le cas de le dire de l'époque. Alors, une première église en bois est construite, elle ne suffit pas, elle est très vite remplacée par une structure beaucoup plus grande. En fait, Bernard, à ce moment-là, c'est la naissance d'une superstar. Alors, si tout roule pour Bernard de Clairvaux, c'est quand même quelqu'un qui travaille très dur. Dans son abbaye, il est réputé pour être encore plus ferme et sévère sur la vie des moines qui le suivent. Les décorations disparaissent quasiment des églises, pas de peinture. En haut des colonnes, on ne fait pas de sculpture jolie, ça sert à rien. On fait beaucoup de pénitence, c'est-à-dire, vous savez, se punir soi-même, y compris physiquement, se faire du mal. Il rejette tous les plaisirs pour que les moines ne pensent qu'à une chose, la prière, la religion. Bernard, il veut tout enlever ce qui n'est pas nécessaire. Alors, autant dire que ce n'est pas la grosse ambiance de ce que l'on pourrait apprécier aujourd'hui à l'abbaye de Clairvaux. Très clairement. Alors pourtant, Bernard, il voit du pays. Il ne reste pas tout le temps enfermé dans son abbaye. Il passe d'ailleurs son temps à voyager et à se déplacer partout. Autant dire que sa célébrité, elle grandit encore. Il attire même l'œil des papes qui se succèdent à Rome. En 1129, Bernard de Clairvaux participe à écrire les statuts d'un ordre religieux qu'il connaît bien, les Templiers. Rappelez-vous, son oncle, André de Montbard, dont on a parlé au début, c'était un des cofondateurs des Templiers. Donc autant dire que Bernard de Clairvaux, les Templiers, il connaît bien. C'est pour ça qu'il participe à écrire les statuts de cet ordre, pour dire en gros la règle qu'ils doivent suivre lorsqu'ils sont en guerre. Alors cela nous emmène à la page la plus célèbre du livre de l'histoire de Bernard. Pour comprendre la suite, il faut rappeler une chose. En 1145, il y a besoin d'un nouveau pape. Le précédent est mort, il faut le remplacer. Il faut donc une élection. C'est un Italien qui est élu. Et pas n'importe quel Italien, c'est un ancien moine de l'abbaye de Clairvaux, et donc un ancien disciple et élève de Bernard. Autant dire que Bernard, ça le met bien, il va avoir un pape qui va devenir son ami. Ce pape prendra le nom d'Eugène III. Alors, avec un pape qui est son ami et un proche, il va aussi devoir prendre des responsabilités. Il devient certes encore plus célèbre, Bernard de Clairvaux, parce qu'on dit, vous vous rendez compte, le pape, ça a été l'élève de Bernard de Clairvaux. Mais tout ça va se retourner contre lui, parce qu'il va falloir prendre, justement, comme je le disais, des responsabilités. En Orient, là où il y a eu la première croisade, ça tourne mal. Les musulmans regagnent du terrain sur les chrétiens et les repoussent. En 1146, la ville d'Édesse est reprise par les musulmans et les chevaliers chrétiens sont chassés. Le pape, Eugène III, il ne peut pas apparaître comme faible. Il doit donc lui aussi appeler une croisade et à la guerre. Il va donc demander à celui qui est le plus célèbre à l'époque,
celui qui peut rassembler les foules et les chevaliers, Bernard de Clairvaux. Et en gros, il lui dit « Appel à la croisade en mon nom ». Alors Bernard, en fait, il a un autre problème à gérer à ce moment-là qui s'appelle les cathares. Ce sont des chrétiens du sud de la France, on les recroisera, qui suivent peu à peu une autre manière d'être chrétiens. Autant dire que ça ne plaît pas à l'Église. Et Bernard, il dit, c'est ça le sujet, c'est pas les croisades très très loin en Orient. Eugène III insiste, lui dit, il faut que tu m'aides. Bernard accepte. Il organise une prise de parole en 1146 près de l'abbaye de Vézelay. C'est pas très très loin de chez lui. L'église, elle est grande à Vézelay, mais il y a tellement de gens qui sont venus écouter Bernard de Clairvaux qu'on est obligé de les mettre dans les champs en bas. Là, il lance un discours à la fois religieux, à la fois politique et à la fois guerrier, où il appelle à défendre le tombeau du Christ, Jésus, à Jérusalem, très important pour les chrétiens. Il appelle donc à la deuxième croisade. La popularité de Bernard de Clairvaux, elle est tellement importante que des chevaliers de toute l'Europe se mettent en marche. D'Angleterre, de Flandre, aujourd'hui c'est les Pays-Bas, de France, d'Espagne, d'Italie, du Saint-Empire romain germanique. Un mot compliqué pour aujourd'hui ce qu'on appellerait l'Allemagne. Même le roi de France, Louis VII en personne, part à la guerre et même sa femme va le suivre. L'empereur Conrad III le suit. Alors le souci, c'est que tout ça va tourner dans un fiasco total. Ils ne vont pas du tout répéter les exploits incroyables des chevaliers de la première croisade, ça tourne au désastre, mais monumental. Alors déjà, le voyage, il dure une plombe, mais pas possible. Ils partent en juin 1147, ils arrivent en Orient seulement en mars 1148. En plus, à un moment, l'armée française, des chevaliers français, ils essaient de partir dans un endroit, ils tombent en embuscade, il y a un massacre par les Turcs, c'est une catastrophe. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. À l'origine, ils devaient reprendre la ville de Édesse, rappelez-vous, qui était tombée aux mains des musulmans. Ils disent, oh bah non, finalement, on va attaquer Damas. Mais Damas, c'est une cité qui est prête à faire la guerre. Et c'est une catastrophe totale. Les chevaliers et les rois arrivent, ils assiègent Damas pendant seulement 4 jours. Pourquoi? Parce que c'est le chaos. C'est n'importe quoi, les musulmans leur mettent des claques comme pas possible. Et en gros, on leur dit, rentrez chez vous. Les chrétiens rentrent en n'ayant rien gagné, perdu des hommes. C'est un désastre. Même le roi Louis VII de France rentre en France. Fuyez, pauvre fou! Il abandonne littéralement l'idée de continuer la guerre. Alors pour Bernard, en Europe, c'est un peu le retour de bâton. On l'accuse en gros d'avoir mal préparé les esprits, de ne pas avoir considéré tous les dangers qu'il y aurait eu. Il va accepter les critiques, mais il a du mal. Il va même dire que finalement, c'est pas de sa faute. Lui, il a simplement appelé à la croisade. Il va dire, ce sont les gens qui sont allés se battre qui n'ont pas su gérer ça. Alors, très clairement, l'échec assez lamentable de la deuxième croisade, ça va retomber sur les épaules de Bernard de Clairvaux. Enfin bref, quelques années plus tard, au soir d'une vie à parcourir les routes, à avoir construit un immense ordre religieux, l'ordre de Clairvaux, avec des centaines de moines un peu partout en France, des dizaines d'églises et de chapelles et d'abbayes, il finit par s'éteindre dans la propre abbaye qu'il avait fondée à Clairvaux. Et à peine 20 ans plus tard, la papauté va ce qu'on appelle le canoniser, c'est-à-dire le proclamer saint, Saint Bernard. Ainsi, un homme d'une origine plutôt modeste, noble mais modeste, aura su s'imposer comme personnalité religieuse incontournable en quelques années. Il aura créé un immense réseau d'abbayes, il aura propulsé un de ses anciens moines comme pape, il aura encouragé une partie de la chrétienté à se lancer dans une autre croisade. Encore aujourd'hui, il est possible de visiter les lieux où a vécu, où est passé Bernard de Clairvaux. Certains de ces lieux abritent encore des reliques, c'est-à-dire entre guillemets des morceaux de son corps, auprès desquels les chrétiens, encore aujourd'hui en 2021, viennent prier. Voilà, c'est tout pour ce hors-série sur ce personnage assez intéressant. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre le poids que pouvait avoir l'Église sur la société à l'époque, et on reviendra là-dessus sur un cours complet. On le verra donc davantage. Portez-vous bien en attendant, travaillez bien et n'oubliez pas, l'histoire continue.